Jeudi économie. Votre émission d'actualité économique. Plus on possède la technologie, plus on est souverain. Aujourd'hui, je dirais quand on est bien formé, on est très bien formé. Universitaire algérien. Les acteurs de l'économie nationale et internationale se retrouvent chaque jeudi autour d'un thème lié au monde économique. La compétitivité d'une économie nationale. Les industriels qui ont des projets d'efficacité. Cet événement rassemblera plus de 100 opérateurs du secteur énergétique. Disons économie tous les jeudis de midi à 13h avec Asma Razik. Jeudi économie. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission économique, Jeudi économie. La coopération algéro-libyenne au menu de ce numéro de Jeudi économie. Un forum économique algéro-libyen s'est tenu en début de semaine à Alger en présence de 400 opérateurs économiques pour étudier les perspectives de partenariat et de coopération économique. Le forum était une occasion pour présenter des projets d'investissement, les voies de renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays et les besoins en matière d'investissement dans le cadre de la reconstruction de la Libye. Les travaux du Forum économique ont été sanctionnés par la signature d'une convention portant création d'un conseil d'affaires algéro-libyen en vue de renforcer les échanges commerciaux et augmenter le niveau du flux des investissements. Est-ce le début d'une coopération économique fructueuse entre Alger et Tripoli ? Pour répondre à cette problématique, je reçois sur ce plateau M. Sami Agli, président de la CAPC, la Confédération algérienne du patronat citoyen. En attendant, M. Ali Bey Nasri, président d'Anexal. Monsieur Agli, merci d'avoir accepté notre invitation. Déjà, l'Algérie donc s'engage à aider la Libye à se reconstruire sur le plan économique. Que peut-on retenir déjà du forum économique algéro-libyen qui s'est tenu récemment ? Merci pour votre invitation. Je tiens à saluer tous les auditeurs de la RAI et bravo pour votre émission économique, Jeudi économie. Ce qu'on retient, c'est l'importance déjà que cet événement donne à la scène internationale et l'écho que ça donne du retour de l'Algérie sur le plan international. Bien sûr, sur l'angle économique. C'est un événement qui revient après une année et demie de pandémie pratiquement et qui n'a pas vu de gros événements se faire, ce qui fait revenir à notre, je dirais, marché naturel qui est l'Afrique et bien entendu notre marché des pays voisins qui est la Libye aujourd'hui est très important pour les acteurs économiques algériens. L'ampleur et l'importance, je dirais, de la délégation libyenne reflète l'importance que donnent les Libyens déjà aux produits algériens et au partenariat économique algérien. C'est une délégation de plus de 350 chefs d'entreprise libyens et autant d'Algériens avec une foire, avec un forum économique qui a été organisé. Je tiens sincèrement à féliciter les organisateurs qui sont le ministère des Affaires étrangères et la Chambre de commerce, et bien sûr le ministère de commerce à travers la Chambre de commerce qui ont fait un événement tout simplement extraordinaire et qui donne énormément d'échos positifs sur la place que peut jouer l'Algérie demain sur le plan économique et surtout dans le rôle que peut jouer l'Algérie et les entreprises algériennes dans la reconstruction de la Libye. C'est un événement qu'on peut juger de très positif et sur lequel il faut capitaliser vite car la concurrence, bien entendu, elle est féroce sur ce marché-là. Exactement. L'événement était fructueux. Monsieur Agli, quelles sont peut-être les opportunités d'affaires à saisir de part et d'autre ? Écoutez, les opportunités sont importantes déjà dans les produits qu'on peut exporter tout de suite, des produits de grande consommation, des produits alimentaires, des produits techniques, des produits électriques, des produits industriels rentrant dans le bâtiment. Tous ces produits-là peuvent trouver place sans aucun problème dans le marché libyen. On a vu l'importance et je dirais
l'intérêt que les entreprises libyennes ont manifesté lors de cette foire, qui est importante. Elle a vu l'exposition de plusieurs centaines de chefs d'entreprise algériens. Et bien entendu, ça reflète encore une fois l'importance que peut jouer l'Algérie, l'entreprise algérienne et le produit algérien dans la Libye. Après, l'autre angle, c'est le rôle que peuvent jouer les entreprises de construction, les entreprises d'infrastructure dans tout ce qui va être porté dans les prochains mois sur le projet important qui va être lancé de la reconstruction de la Libye. La Libye va reconstruire des routes, il faut reconstruire un réseau électrique, il faut reconstruire des barrages, des écoles, tout ça. L'Algérie a cette expertise par rapport à tout ce qu'on a fait donc, et l'importance de l'infrastructure. À l'expertise algérienne dans... Tout à fait, et les services, tout ça. Parce que l'importance est liée, maintenant, bien sûr, la balle est du côté, bien entendu, des chefs d'entreprise, mais elle est aussi du côté des pouvoirs publics pour adapter la réglementation, pour pouvoir y aller et travailler sans aucune contrainte, sans aucun frein dans ce sens-là. Tout à fait. Monsieur Ali Benasri, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, la coopération algéro-libyenne au menu de ce numéro de Jeudi Économie. Suite à la tenue du forum économique algéro-libyen en début de semaine. Sur le plan économique, déjà, que signifie le déplacement de cette importante délégation à Alger? Très bien. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Et ce que ça signifie, ça signifie d'abord que nous présentons un intérêt pour les Libyens. Ça, c'est très important. Il faut savoir que l'Algérie n'a jamais été un fournisseur traditionnel de la Libye, parce que les échanges, il faut le dire, sont très, très en deçà des potentialités algériennes. On a toujours été considéré par un marché comme étant un marché d'appoint. On examine les relations égyptiennes avec la Libye ou la Tunisie. La Tunisie avait atteint un pic de 2,5 milliards de dollars. Donc, c'est excellent qu'ils viennent vers nous. Ça prouve que, je vous ai dit qu'il y a un intérêt très important. On a des potentialités, mais surtout, on a un état d'esprit actuellement qui va dans le sens de l'exportation. Avant, on était sur des entreprises qui étaient tournées sur leur marché intérieur, une volonté politique qui était plus ou moins pas très présente. Je pense qu'actuellement, le logiciel a changé et c'est à nous, comme l'a dit mon ami Semiagli, c'est à nous maintenant, à l'État. D'abord, nous rendons hommage aux affaires étrangères qui ont pris cette initiative dans le cadre justement de leur stratégie de la diplomatie économique, d'avoir invité les Libyens. C'est excellent. On n'est pas très loin donc des Tunisiens qui ont fait le même forum le 15 mars de l'année dernière. Ça, c'est une réactivité qui est très positive pour nous. Aller vers la Libye, donc, on a donc une proximité terrestre qui est donc l'ouverture de Debdeb. C'est très important. Il faut savoir qu'on a toujours transité par la Tunisie. Il faut savoir que les Tunisiens ont joué un rôle écran entre nous donc, et la Libye. Nous avons actuellement un budget énorme qui se compte, des estimations ont été faites entre 100 et 200 milliards de dollars pour la reconstruction de la Libye. Nous avons un marché, mais aussi nous avons des concurrents. Ça, c'est très important. Comment donc placer l'offre algérienne et lui donner une accessibilité? Parce que vous avez tout ce qui est donc courant, donc exportation de produits agroalimentaires et tout, mais nous avons ici un énorme potentiel et beaucoup d'argent à gagner dans la reconstruction de la Libye. Comment le faire? C'est un débat qui est posé. Quels seraient les accompagnements? Exactement. Faut-il revoir? Le problème, à mon avis, le plus important, c'est le règlement. C'est-à-dire, c'est un accord entre les deux banques centrales, la Banque d'Algérie et la Banque centrale, parce que nous souffrons actuellement d'un problème de financement, c'est-à-dire que même les Libyens, quand ils veulent acheter chez nous, ils avaient des comptes en offshore et on avait des petites frictions avec la Banque d'Algérie parce qu'elle exigeait donc des autorisations. Donc, l'accord, deux conditions, un accord entre la Banque d'Algérie et la Banque libyenne, d'une part,
Ça va faciliter et rassurer donc les exportateurs quant au financement. Deuxième approche, c'est celle donc des accords de reconnaissance mutuelle. Je m'explique. La Libye a des conditions d'accès et de conformité qui sont quelquefois très difficiles pour nous. Donc, je pense qu'aller vers une reconnaissance mutuelle de laboratoire, ça va alléger donc et fluidifier le transit et le financement. Je pense que c'est les deux points les plus importants pour essayer d'avoir donc. Mais ce qu'il faut signaler, s'il y a une concurrence actuellement très vive, d'autres pays comme la Turquie sont déjà présents sur place. Les Italiens, parce qu'ils ont une proximité donc traditionnelle avec les Libyens, l'Égypte à côté qui est en force, donc bien sûr la Tunisie, mais la Tunisie n'a pas l'offre nécessaire. Donc les grands concurrents pour nous, c'est ce que je viens de dire. Vous avez l'Allemagne actuellement va dépêcher une délégation parce que c'est un marché pour eux, parce qu'il faut reconstruire les usines aussi. Il y a beaucoup d'usines qui ont été donc détruites. Et vous avez bien sûr les Français qui vont aller jouer donc leur proximité, notamment de la Libye de l'Est. Comme vous l'avez annoncé, M. Nassali Bey, donc déjà au cours de ce forum, l'Algérie a annoncé la réouverture du poste frontalier terrestre de Dabdab-Ardames pour faciliter le transport de marchandises, que l'Algérie déjà est en passe d'achever les préparatifs logistiques. À l'effet d'ouvrir ce point de passage en coordination bien sûr avec la partie libyenne, qu'apportera M. Agli cette ouverture? C'était une étape très importante car aujourd'hui, il faut faire jouer tous nos avantages concurrentiels pour pouvoir pénétrer le marché libyen. Et bien entendu, la logistique aujourd'hui en est un. Les autres pays vont transporter par voie maritime, à part l'Égypte, à part la Tunisie, mais tous les autres pays vont devoir fournir leurs équipements et leurs marchandises par voie maritime. Aujourd'hui, quand on voit un peu la flambée du coût de transport, un exemple, le conteneur venant de Chine qui se négociait il y a moins d'une année à $3 000, aujourd'hui il est à $17 000. Hier, il était à $17 000. Ce qui est aujourd'hui l'ouverture du point, pas que le point de Dabdab, tous les points aujourd'hui adjacents à la Libye, les autres pays frontaliers, doivent être aujourd'hui, au moins, lancer l'étude et la réflexion d'ouverture au plus tôt de ces points-là. Bien sûr, la vie économique va reprendre à travers le flux économique, à travers des zones tampons pour la logistique, à travers des investissements qui vont être portés par les entreprises qui exportent. Tout ça va venir d'une manière naturelle. Et bien entendu, ça va, encore une fois, renforcer la position de l'Algérie sur le marché libyen en fournissant la marchandise qu'il faut dans des délais, avec un coût très concurrentiel. Tous ces points-là, c'est des points que nous avons demandé, tous acteurs économiques qui s'intéressent aujourd'hui au marché de l'export. Bien entendu, il y a la question sécuritaire qui est posée, il y a la question aussi de l'infrastructure libyenne qui est posée, les routes, l'état des routes, mais il y a la question aujourd'hui, la réflexion de fournir la marchandise au point zéro avec nos amis libyens et que les Libyens reprennent la marchandise. C'est déjà aujourd'hui une solution. De toute façon, il faut étudier tous les points forts qui vont être de notre côté pour pouvoir être présents et d'une manière pérenne. Mon ami Nassali Bey a bien expliqué le niveau de concurrence qu'il y a. Exactement. On parle de centaines de milliards de dollars qui vont être investis dans la reconstruction de la Libye. Nous ne sommes pas seuls. Nous devons avoir cette armada et cet arsenal juridique et réglementaire. Je parle surtout de la grosse réforme qui est attendue par la banque d'une manière générale, qui doit accompagner l'acteur économique aujourd'hui, doit s'installer là-bas, à ouvrir des bureaux de liaison, à recruter du monde et investir, pourquoi pas, en Libye. Une entreprise qui va construire, elle a besoin de financer la construction. On livre un projet pour lequel on est payé d'une manière phasée. Et on est payé parfois après avoir avancé une grande partie de la construction. Tout ça doit être financé. Comment il va être financé? Comment va-t-on payer ces salariés que nous allons porter par de la main-d'œuvre algérienne? Parce qu'on a de la main-d'œuvre formée et bien formée, parfois algérienne. Encore une fois,
toutes les possibilités qui vont faciliter et fluidifier aujourd'hui l'investissement ou l'investissement des entreprises dans le processus d'export et d'internationalisation vers la Libye doivent être de notre côté. Aucune restriction. Encore une fois, on parle d'entreprises qui vont rapporter de la devise en Algérie. Comment c'est aujourd'hui la rareté de cette devise au niveau de la réalité qu'impose aujourd'hui la crise, qu'impose l'économie. Mais juste, il ne faut pas encore une fois faire le focus à chaque fois vers une action économique à l'étranger et la lier directement aux réserves de change. On peut travailler sans un. Tous les Algériens aujourd'hui s'intéressent aux réserves de change. C'est une question qui n'est pas normale. Nous devons travailler, trouver d'autres sources de financement à l'intérieur. Comme ça se fait partout dans le monde. La mobilité des entreprises doit être acquise et d'une manière facile par la réglementation, travailler dans un cadre réglementaire, dans un cadre permettant le développement de l'entreprise. On a des entreprises qui atteignent une taille critique. Aujourd'hui, ici, le marché algérien, il est devenu petit pour beaucoup d'entreprises dans lesquelles on trouve énormément d'acteurs. On doit accompagner ces entreprises à aller vers l'international. Et nous devons commencer par un autre marché naturel qui est l'Afrique, d'abord, dans un marché où nos produits peuvent trouver place sans problème. Et aujourd'hui, on a cette opportunité de nos amis libyens qui s'ouvre à nous d'une manière complètement large. La présence, je pense, de la délégation qui est venue, le niveau de représentativité des pouvoirs publics libyens à la hauteur de l'importance que donnent les deux pays à la relation des deux pays, que ce soit économique, politique ou autre. Premier ministre avec une forte délégation, plus de 350 chefs d'entreprise de renom, des entreprises de grande importance, des institutions, des mémorandums qui ont été signés. La CACI a signé un important mémorandum avec l'Union des chambres de commerce et d'agriculture libyennes, qui est l'organisation la plus importante en Libye en termes de représentativité des acteurs économiques, qui porte sur plein d'accords et surtout la création d'un conseil d'affaires important entre les deux pays. Tout ça est une, je pense, bonne étape pour aller vers la Libye. La balle maintenant elle est chez les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les acteurs économiques pour y aller là-bas. Et bien entendu, tout ça est subordonné à toute cette réforme dont avec mon ami Alina Salibay en a parlé, dont j'ai parlé, dans tous les experts aujourd'hui. Tous les acteurs économiques qui ont fait de l'export connaissent réellement cette réalité amère qui bloque à chaque fois l'acteur économique dans son développement. Justement, M. Nasser Bey, que faut-il revoir sur le plan logistique? Non, il faut d'abord conceptualiser notre offre. Le marché libyen nécessite un consortium d'entreprises. Et ça, c'est très important. Un consortium qui sera donc dirigé par un leader et qui va donc entraîner avec lui tous les corps de métier. Quand je parle de la construction. C'est important parce que l'offre, ça va se discuter sur une offre globale. C'est pas que je construis et j'achète ailleurs. Le consortium est fait pour ça. À nous de nous organiser en ce sens. Quand on sera nombreux, on pourra mieux se défendre et l'offre globale sera jugée en fonction justement de son intérêt. Et je le dis parce que nous avons quand même des entreprises publiques qui sont importantes, notamment dans le domaine de la métallurgie que je connais. Nous avons une offre en matière dans les grosses œuvres. Nous avons aussi une offre en matière donc de ce qu'on appelle tout ce qui est robinetterie sanitaire et surtout les céramiques. Les céramistes actuellement, il y a beaucoup de. Il faut qu'on aille vers une offre globale. Comment chez nous mettre en place ce consortium. Ça, moi, je milite pour ça. Je pense que les organisations patronales sont là, les ministères sont là, pour qu'on identifie. Parce que le premier travail qu'il faut faire, c'est identifier leurs besoins, d'essayer de connaître nos concurrents, pour essayer de se placer d'une manière intelligente. Il ne s'agit pas, quand on reçoit des hommes d'affaires libyens, moi j'ai l'avantage de les connaître assez bien. Chacun va être. Il y a ce qui est gros œuvres ou les gros montants. L'approche est autant politique et diplomatique qu'en matière de globalité de l'offre. Et moi, j'y crois fortement. Nous avons une entreprise qu'on a toujours citée comme modèle chez nous, c'est Considère parce qu'elle a des moyens très importants. Donc, c'est autour d'un leader
de faire une offre en fonction d'une identification des besoins. Ça, c'est très important. Le deuxième aspect donc de pénétration donc du marché libyen, c'est l'approche, bien sûr, éminemment diplomatique. Actuellement, il faut savoir que la Libye n'est pas encore stable politiquement. C'est-à-dire que les interlocuteurs d'aujourd'hui ne seront pas forcément ceux de demain. Bien sûr. Donc, actuellement, il faut en tenir compte de ça. Jusqu'à la tenue des élections en décembre. Voilà. Donc, la Khor, ils sont en phase actuellement très... en phase transitoire. Voilà. Ils sont en phase donc, de construction de la stabilité Tahom. Et, nous organiser en interne, faire notre évaluation et quelle serait notre offre selon une demande identifiée. Et je reviens toujours à un accord financier entre les deux banques. Vous savez qu'il y a en principe 2 banques avec la Libye. Il y a la BAMIC, qui est installée en Suisse, je crois, et je crois qu'une autre avec la BOA, c'est parce que... Mais c'est très important de réactiver parce que le côté financier. La Libye ne souffre pas d'un déficit financier. Il faut savoir qu'elle a accordé dernièrement 5 milliards de dollars comme un crédit relais à la Tunisie. Donc, elle ne souffre pas de ce point de vue-là. Mais en tout cas, la fluidité du flux financier doit être très important. Pourquoi? Parce que l'effort financier par les entreprises et par les groupes au départ sera immense. Donc, bien sûr, mettre en phase la réglementation d'échange qui est absolument incapable, selon les règlements actuels, de prendre en charge donc notre offre en matière de construction, des réalisations, donc des infrastructures. Ça, c'est très, très important. Il faut qu'on le fasse très rapidement. Il faut qu'on réfléchisse au niveau donc des ministères, des organisations patronales, à travers une identification avec notre ambassade, quels seraient les interlocuteurs là-bas, quels sont les besoins les plus importants, parce qu'il faut serrer, il ne faut pas attaquer tout, c'est impossible. Voir quelle serait notre chance dans telle ou telle activité et y aller franchement. Oui, donc renforcer cette coopération entre les deux pays, entre Alger et Tripoli est aujourd'hui primordial. Monsieur Agli, comment tirer profit des avantages disponibles dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf? C'est la ZLECAf, en fait. Déjà, l'entrée en vigueur de la ZLECAf est une très bonne chose qui était attendue. On attendait la ratification, je dirais, de l'accord, chose qui est faite. Mais sur la prochaine étape, c'est bien sûr tirer profit au maximum par rapport aux tous les avantages que peut donner cet accord-là, à savoir la libre vente sans payer des droits de douane dans des marchés africains. Et bien sûr aussi, il faut savoir que cet accord-là ouvre aussi la possibilité de faire pareillement des autres fabricants sur le marché algérien. Ce qui fait que nous devons être encore une fois, agressifs dans le processus d'exportation. Et ce processus est porté à chaque fois par des investissements importants. L'exportation, elle est liée à chaque fois par le renforcement de notre base industrielle, l'investissement massif dans les extensions et dans la mise à niveau de nos entreprises pour se mettre à chaque fois à niveau. Encore une fois, l'Afrique n'est pas un sous-marché, c'est un marché qui est ouvert dans lequel on trouve des produits de tout type, des produits de toute origine, des produits de toute qualité. Certains pays africains sont très développés d'ailleurs. Exactement, il y a des pays africains qui sont très regardants sur la qualité des produits qui vont y entrer. Il ne faut pas voir l'Afrique comme un sous-marché, il faut le voir comme un marché pour lequel on peut réellement tirer de la croissance à travers notre présence là-bas. Nos produits, encore une fois, montent en niveau
on a eu le plaisir hier d'assister au Trophée Export et on a vu le niveau un peu que portent les produits. Le lauréat, c'est le groupe Iris qui fait le fleuron de l'industrie pneumatique aujourd'hui, électronique, qui était le fleuron avec d'autres acteurs dans le plastique, dans l'agro-industrie, dans les produits qui peuvent trouver sans aucun problème, encore une fois, leur place dans le marché. Bien sûr, tout ça est lié, encore une fois, est subordonné, comme je l'ai expliqué, à tout l'accompagnement des pouvoirs publics, lié à la loi de la banque qui doit réellement changer d'une manière drastique. La Banque centrale aujourd'hui est, par l'aveu de tous les acteurs économiques, est devenu un réel frein au processus de développement à l'exportation. Je ne parle pas de l'internationalisation de nos entreprises. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible de pouvoir s'installer à l'étranger. Si on a un marché donné, on veut renforcer notre position, on doit ouvrir un bureau là-bas, on doit recruter du monde, des superviseurs qui peuvent superviser nos ventes. Et aujourd'hui, pratiquement impossible. Tout ce qui se fait, il se fait, je dirais, d'une manière totalement informelle parce qu'on doit pouvoir financer cette installation-là autrement que nos ressources présentes ici en Algérie. L'AZLECAf, pour revenir à l'AZLECAf, est une opportunité réelle pour l'Algérie, mais c'est une autre opportunité aussi pour les autres acteurs pour venir vendre en Algérie. Ce qui fait qu'on doit réellement être agressif, mettre la question de l'internationalisation de nos entreprises comme question centrale aujourd'hui dans ce processus de changement économique. Et il faut saluer tout le travail qui portait, je pense, par le ministère des Affaires étrangères, qui devient réellement une vraie locomotive de cette internationalisation des entreprises, la création d'une structure interne qui met en place la question de la diplomatie économique comme question centrale. La nomination de ces nouveaux conseils économiques est une, je pense, d'excellente étape. Il faut capitaliser encore une fois dessus. La diplomatie économique doit jouer son rôle plus que jamais aujourd'hui, accompagner les entreprises dans les faits à travers tout le processus, encore une fois, d'installation, d'exportation et de recherche de partenaires dans ces pays-là. Monsieur Ali Beynasri, comment l'AZLECAf pourrait contribuer à l'internationalisation de l'entreprise algérienne? Il faut savoir d'abord qu'il y a plusieurs Afriques. Il y a bien sûr l'Afrique qui nous est proche, c'est l'Afrique de l'Ouest, donc où il y a un espace qui s'appelle la CEDEAO. Nous avons l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est. 1. 2. Nous sommes liés dans cette Afrique, il y a l'Afrique du Nord. Donc nous sommes actuellement dans la zone arabe de libre-échange avec les Égyptiens, les Libyens, les Tunisiens et le Maroc et la Mauritanie. Ces pays-là, il faut les exclure dans le cas de l'AZLECAf. Pourquoi? Parce que l'AZLECAf, c'est 20% de démantèlement, alors que la zone arabe de libre-échange, nous sommes déjà à 100%. 1. 2. Il faut connaître le modèle d'achat et le modèle de consommation en Afrique. L'Afrique, notamment celle qui nous est proche, n'ont pas de réseau de distribution. C'est des marchés à 80% informels, donc il faut construire. Vendre en Afrique à partir d'Algérie, ça ne pourra pas se développer. Donc il y a une obligation pour l'entreprise de développer elle-même son réseau à l'international, en Afrique. Pourquoi? La maîtrise donc du réseau, le développement de son réseau à travers des actions de marketing, la garantie de paiement, parce qu'ils sont eux-mêmes donc au niveau de ce pays-là. Et s'il y a, par exemple, un investissement assez léger, ligne de conditionnement ou un truc comme ça, on va contourner aussi les droits de douane, bénéficier des avantages du pays, et utiliser donc ces avantages comparatifs, c'est-à-dire le coût de sa main-d'œuvre, les avantages fiscaux. Tout est bénéfice à ce sujet. Aucun pays ne s'est développé en Afrique sans y être présent. Ce n'est pas un marché de correspondance. C'est un marché, le modèle, les Africains ont besoin de voir, de toucher, d'essayer et tout. Deuxièmement, c'est un marché de méso ou de micro-achats, notamment la ceinture qui nous est proche. Nous, actuellement, les produits algériens sont présents à Kano.
Kano, c'est la ville du nord du Nigeria. 25 millions d'habitants avec un pouvoir d'achat très important. Pourquoi nos produits sont présents à Kano? Tout simplement. Le Niger, c'est un pays relais, c'est un pays de transit, c'est un pays de commerçants. Et vous avez deux villes au niveau du Niger qui irriguent Zender et Maradi, qui directement, c'est la même ethnie, les Hausa, donc ils sont de deux côtés, c'est des musulmans qui sont de deux côtés, où il y a un très grand flux, et tous les produits qui partent en fraude en Algérie vont directement sur Kano. Parce que la ville de Kano, c'est pratiquement 1,5 fois la population du Niger, avec un très fort pouvoir d'achat. Une autre partie de la contrebande va vers le Tchad. Donc nous, actuellement, nous irriguons. Nos produits, notamment les produits donc, de première nécessité, sont présents, sont appréciés de qualité. Bien sûr. Mais comment traduire ça en flux formel? C'est la présence des entreprises. Et je vous le dis, je vous le répète, il n'y a aucun pays qui commerce avec l'Afrique et qui n'est pas présent. Je vous dis, développement du circuit de distribution, sa maîtrise, et surtout, donc, la garantie de paiement directement. Ça, c'est d'une part. D'autre part, contourner le modèle de consommation. Je vais vous donner un petit exemple. Là. Les Maliens s'approvisionnent en Mauritanie comment? Au niveau de Bamako, c'est les transporteurs qui sont les acheteurs. C'est-à-dire qu'au niveau des grossistes de Bamako, les transporteurs passent avec des camions de 50-70 tonnes, collectent donc les achats à travers des grossistes, vont à Zouairet. Pourquoi Zouairet? Parce que là, c'est une région donc pivot et de relais entre la zone de Nouadhibou qui est la zone de Franche et le sud, donc le Mali et le Sénégal. Ils vont là-bas, ils achètent ce qu'on appelle des maisons ou des micro-achats, 4 palettes, parce que c'est le modèle de consommation en Afrique. Oui. Donc c'est pourquoi on avait fait des propositions, moi j'ai fait des propositions en 2015, j'ai demandé la mise en place de plateformes d'exportation à Engzam. Plateforme d'exportation, je n'ai pas parlé de zone franche, parce que la zone franche, généralement, doit attirer des investissements, elle n'est pas enclavée. Une zone franche, elle est portuaire, parce que ça permet de capter la compétitivité du port, ça permet aussi donc un investisseur qui vient, parce que vous avez deux zones franches, celle d'exportation et celle d'investissement. Donc, moi j'ai proposé quelque chose de très léger. Une zone sous douane, ce qui se passe entre Bamako et la Mauritanie, les Nigériens, ou les Tchadiens, ou les Burkinabés, ils vont tous venir, ou les Sénégalais, ils vont tous venir converger vers un lieu à la proximité de leurs frontières où ils pourront disposer des produits algériens. Ça, c'est ça l'exploitation, donc, parce que nous avons 1000 km avec le Niger et 1400 avec le Mali. Comme pour aller à la Libye, on ouvre Debdeb, c'est excellent. Mais avec la Libye, c'est 1000 km. Nous avons exactement 982 km de frontières. Donc, il est devenu impératif d'essayer, donc, une fois de bien rodé, d'aller ouvrir des postes. Donc, l'Afrique, c'est des pays où le risque financier est important. Et dans une première phase, l'État doit absolument autoriser. On avait fait 2 propositions. L'une, c'est très facile pour eux. C'est même légal. C'est l'utilisation du compte devise. Vous avez un compte devise. Là, la réglementation d'échange, c'est limpide. Compte laissé à la disposition de l'exportateur sous sa responsabilité dans le cadre de la promotion de ses activités. Oui. Il y a les petits exportateurs de dates, c'est $50 000, ils chargent au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas une entreprise qui est une personne morale, qui doit absolument donc gérer de façon transparente donc sa trésorerie, ses finances et tout, ne peut pas le faire. Donc, vous avez très vite, faire appliquer la réglementation d'échange en ce sens, notamment l'instruction. 2, mettre en place ce qu'on appelle la GAP au niveau des banques. C'est quoi la GAP? C'est la garantie à première demande. Des banques sont présentes ici et en Afrique. Moi-même,
J'avais discuté avec une banque au niveau de Dakar. C'est le directeur à l'époque, donc au niveau de Dakar, c'était un Algérien qui est actuellement à Abidjan. Et on avait discuté justement de ce qu'on appelle la garantie à première demande. Vous ne levez pas de financement du côté algérien. La banque qui s'y présente va vous garantir pour lever un financement au niveau du pays d'accueil, selon les garanties que vous avez ici. Bien sûr. Mais ça, je ne sais pas, il n'y a aucun dollar qui sort d'Algérie. Mais la réglementation d'échange ne prévoit pas ce cas de figure. Parce que le problème où il est, c'est-à-dire s'il y a une entreprise qui ouvre et qui a des problèmes de trésor, qui fait faillite et tout, il y a un problème de transfert de la garantie. Mais les entreprises qui vont là-bas seront toutes les entreprises, je pense qu'elles auront, avant d'y aller, toutes les garanties de ne pas faire faillite. Ça, c'est clair et net. Notamment, je vous l'ai dit, dans le développement d'un réseau commercial, c'est une entreprise qui a déjà un marché qui pourra s'implanter. La garantie à première demande, ça existe. Les Tunisiens le font, les Marocains le font. On ne le fait pas alors qu'il y a un gros transfert. Donc, deux propositions. Un, transfert à partir du compte devise. Ça existe, c'est la devise qu'il a lui-même donc acquis à travers ses efforts, sa compétitivité. Qui existe déjà. Voilà, qui existe. Ça ne demande rien. Ça ne demande que l'application de la réglementation, notamment l'instruction 0411 à dire. Deux, de permettre donc aux banques qui s'y présentent et présentes dans les pays al-Kharin, dans les pays en Afrique, d'accorder donc la disposition de ce qu'on appelle la GAP, c'est-à-dire la garantie à première demande. Ça, sans ça, si on n'est pas là-bas, on ne pourra faire que des envois par colis postaux. Oui, justement, Monsieur Agli, sur ce point-là, qu'est-ce qui freine l'internationalisation de nos entreprises algériennes donc à l'échelle mondiale? Nos lois, tout clairement, nos lois. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont, encore une fois, la capacité d'aller sans aucun problème à l'étranger, que ce soit capacité de maîtrise du produit, qualité du produit, capacité financière et connaissance du marché à l'international. Aujourd'hui, ce qui freine, bien entendu, si on veut travailler dans un cadre réglementaire, bien sûr transparent, il faudrait beaucoup de confiance, beaucoup de stabilité réglementaire et surtout une réglementation qui répond à la réalité qu'impose le marché aujourd'hui. Encore une fois, nous sommes en concurrence permanente ici, chez nous. Alors imaginez-vous, quand on sort un peu sur ce marché qui est l'international, c'est l'inconnu. Parce que c'est un marché qui obéit à des standards internationaux, qui soit un marché, comme je l'ai dit, africain, européen, où on parle à un vendeur qui parle à un client. C'est une relation standard, c'est du gagnant-gagnant. Chacun défend ses intérêts et chacun cherche à acheter au meilleur rapport qualité-prix. Ce qui fait... Partant de ça, il faudrait qu'on ait tous les moyens possibles de notre côté pour pouvoir, bien entendu, répondre à ce besoin-là. Encore une fois, je l'ai dit, la concurrence aujourd'hui, la guerre économique, elle est pleine là, elle est là. Les guerres sont aujourd'hui en d'autres formes et la guerre économique, c'est une des principales formes aujourd'hui qui donne d'excellents résultats pour ces pays-là qui sont totalement en offensif envers ces marchés-là. Ce qui fait libre à nous, bien entendu, de pouvoir, bien sûr, s'adapter et être offensif aussi. Monsieur Agli, donc toujours concernant cette internationalisation des entreprises algériennes, donc surtout au milieu de cette concurrence féroce des grandes économies mondiales. Tout à fait. Moi, je l'ai dit, aujourd'hui, à l'étranger, nous n'avons pas, je dirais, un avantage, ni une subvention, ni quoi que ce soit. C'est vraiment la concurrence qui impose ses règles. Et cette concurrence-là, nous avons énormément de retard. La place de l'Algérie a beaucoup de retard sur ces marchés-là. Parce qu'il y a des pays qui sont déjà ancrés là-bas, qui sont structurés là-bas. Ils ont toutes les institutions qui appuient
l'entreprise à l'international déjà installée là-bas, avec des soutiens, avec des financements, avec un accompagnement, avec du lobbying qui se fait sur place, ce qui fait aujourd'hui l'internationalisation de nos entreprises n'est plus un choix pour nous, c'est une obligation. Si on veut aller vers ce changement de modèle économique prôné par les plus hautes autorités du pays et surtout demandé par tous les acteurs aujourd'hui du pays. Et je pense cette prise de conscience collective de toutes les parties de la société sur laquelle il faut capitaliser. Il y a eu cette prise de conscience, c'est une excellente chose. Il faut aller dans les faits maintenant, main dans la main encore une fois, pour pouvoir réussir ce challenge. Quand on dit une entreprise algérienne qui réussit, c'est une garantie d'emploi en Algérie, c'est une création de richesse pour le pays, c'est une croissance pour le pays, c'est une devise qui rentre pour le pays et c'est une mise à niveau du standard de l'entreprise, sortir un peu de ce qu'on connaît ici, de ce cadre un peu qu'on vit au quotidien et se mettre un peu en concurrence avec un environnement qu'on ne connaît pas, nous pousse à se mettre à niveau et nous pousse à pousser un peu plus la maîtrise et un peu plus la standardisation de nos entreprises vers ce standard international, qui est un acquis réel pour l'entreprise. Ce qui fait l'internationalisation, moi je le dis, c'est une obligation aujourd'hui, c'est plus un choix. Exactement. Ce modèle économique tel qu'on l'a connu, basé sur la rente du pétrole, c'est un modèle qui a prouvé son échec. Ce modèle économique basé sur l'économie des conteneurs, qui viennent uniquement et qui repartent vite, c'est un modèle qui a prouvé son échec. Ce modèle économique basé sur l'appel d'offres et juste l'infrastructure, c'est une bonne chose pour une phase, mais sur laquelle il faut capitaliser. Nous avons des champions en Algérie. Cet appel d'offres, c'est ce marché, je dis pas, cette demande locale de construire nos infrastructures a fait émerger des champions. Vous avez un exemple qui considère aujourd'hui qui peut être une locomotive réelle. Parce que je dis, l'international, il faut qu'on parte réellement unis. Il faut qu'on chasse en meute. Il faudrait qu'on parte réellement organisé. Il ne faut pas qu'on parte dispersé. L'intérêt, encore une fois, il est collectif. Ce qu'on voit un peu, les autres organisations ou pays ou organisations un peu d'entreprises qui partent à l'étranger sont toujours organisés, sont toujours appuyés, sont toujours accompagnés par les politiques, la diplomatie économique. Ce qui fait qu'il faudrait qu'on puisse demain voir notre Premier ministre prendre une délégation avec des chefs d'entreprise algériens représentatifs, avec une grande partie de l'économie, des pouvoirs, des politiques et des ministres, et pour aller, encore une fois, comme je l'ai dit, chasser en meute sur ces marchés-là. Il faudrait qu'on soit offensif. Encore une fois, la concurrence, elle est très rude, elle est très dangereuse. Et je dis, on a deux choix. Ou rester juste spectateur et nous allons rester ce grand bazar. On viendra vendre et on va subir quelque part cette concurrence. Ou être acteur, je dirais, de ces opportunités-là, de ces changements-là. Et pouvoir réellement avoir notre rabot aussi, notre produit algérien, le Made in Algeria, présent dans ce... C'est une fierté aujourd'hui. Bien sûr. C'est une fierté. Bien sûr. Un autre point que je voudrais aborder, donc avant de terminer, Monsieur Nasser Bey, donc la création d'une banque mixte avec un capital privé ou privé public a été donc abordée récemment. Comment se feront les choses? Non. D'abord, une chose. Si je prends ce qui se passe dans les pays qui ont réussi, notamment en Afrique, c'est la présence de nos banques. Il est impératif que les banques algériennes commencent justement à s'internationaliser et à avoir une expérience de la finance internationale. C'est éminemment... Moi, j'avais pas, parce que il y a eu des propositions qu'on a faites. J'avais une proposition que j'ai faite en 2011, pas d'aujourd'hui. Mais j'avais préconisé un consortium de banques. On a parlé de la BEA. Pourquoi un consortium de banques? On parle des banques publiques. Les banques publiques peuvent constituer, comme par exemple les Iraniens, ils ont banque Sadirat. Donc, ils ont une banque de l'export. J'avais donc fait une proposition par écrit pour un consortium entre les banques publiques. Et ces banques vont créer une banque de l'export ici et à l'étranger. Ça serait une bonne idée d'avoir
que les exportateurs qui le veulent aillent vers une banque qui est spécialisée dans ce type d'activité. C'est le prolongement. Le prolongement, je reviens toujours à ce que j'ai moi-même vécu. On a développé le Niger en 2010, les exportations. On est passé de 200 000 $ à 10 millions de dollars grâce à un Algérien qui était à la tête d'une banque nouvellement créée, la Banque industrielle du Niger pour le commerce et l'industrie, la BNC. Et il est venu nous voir dans le cadre de la foire et je lui ai dit « Ramène-nous des clients ». Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené, c'est très important, il a ramené donc son portefeuille client, il nous a mis en contact avec eux là-bas, il a garanti, donc il leur a accordé des crédits et à nous la garantie de financement. Un exportateur de Blida a fait avec cette action 5 millions de dollars. C'est-à-dire que maintenant, il faut absolument qu'on aille créer nos banques. Elles auront un rôle de financier, un rôle très important de lobbying, parce qu'il faut savoir une chose. Nous sommes surveillés. On a eu, beaucoup de gens ne le savent pas, on a eu un incident sur une non-conformité d'un produit agricole. Ça a été exposé par nos voisins, disant que c'est une très mauvaise qualité. Ça, donc, on ne va pas pénétrer comme ça la fleur. On aura des réactions concurrentielles, mais on aura aussi des coups bas. C'est-à-dire que le lobbying va beaucoup compter. Mais une chose, nous bénéficions d'un bon feeling avec nos amis africains, notamment ceux qui nous sont proches, sur le point de vue qualité, point de vue sincérité. Et cette banque mixte, donc, M. Agli? Ben oui, la banque aujourd'hui, il faut saluer toutes les annonces qui ont été faites par le ministre des Finances, à savoir vers cette déjà internationalisation de nos banques, création d'une banque. Pourquoi pas aller racheter des petites banques qui existent déjà avec leur réseau, rentrer dans leur capital, siéger dans le conseil d'administration, comme l'a fait d'autres pays aujourd'hui. Ça fait gagner du temps et parfois ça coûte beaucoup moins cher. Créer d'une banque, ça nécessite un processus de création. Combien de temps ça va prendre? Combien de temps qui va diriger? Comment il va diriger tout ça? Moi, je pense qu'on n'a pas aujourd'hui le temps. Le temps est notre allié et notre pire ennemi. Je l'aime toujours le répéter. En tout cas, nous sommes aujourd'hui conscients que l'économie est la solution. Bien sûr que les autres solutions existent, mais l'agenda politique, il est là. Et l'agenda ne va pas changer, ne changera jamais. Mais l'agenda économique doit être aussi fonctionner en parallèle et en permanence avec la même énergie pour le sauvetage. De toute façon, nous, de notre côté, acteurs économiques, confédérations, patronats, associations, nous sommes conscients aujourd'hui que l'heure est à l'union. L'heure est à travailler ensemble. L'heure est à le rapprochement et à la synergie. L'heure n'est pas aux divisions, l'heure n'est pas aujourd'hui à travailler, à aller comme des électrons libres sur ces marchés qu'on ne connaît pas. C'est réellement mobiliser les bonnes ressources, se mettre en groupe, se mettre en travail et surtout pour l'intérêt du pays. Parce qu'en travaillant ensemble, on va réussir. Nous l'avons toujours bien fait et nous devons le faire. L'intérêt, encore une fois, on parle des générations futures, on parle du devenir économique du pays. On ne parle pas d'une entreprise ou d'un secteur ou d'une région. C'est pour ça que l'heure, je le dis, le plan de relance économique de toute, je pense, sa structuration doit réussir. Ce n'est pas un choix, c'est plus un choix. C'est une obligation car je vous laisse imaginer si par malheur nous allons rentrer dans d'autres crises, quels seraient les dégâts et quelles seraient les conséquences sur l'économie. En tout cas, nous sommes aujourd'hui conscients qu'il faut y aller ensemble, travailler main dans la main avec les pouvoirs publics, avec les autres organisations, avec toutes les bonnes énergies pour pouvoir réussir. Et la réponse et la question, est-ce qu'on est prêt? L'acteur économique est prêt aujourd'hui et il va l'être encore davantage dans les faits si on a des résultats et un accompagnement concret des pouvoirs publics à changer je dis bien vite, parce que parfois on ne faut pas confondre vitesse et précipitation, mais là on parle de temps, il faut aller vite dans les changements pour pouvoir permettre aux acteurs économiques d'émerger et de prospérer. Merci beaucoup, M. Sami Agli. Merci à vous également, M. Ali Bey Nasri, d'avoir pris part à cette émission qui prend fin. Nous dirons économie la semaine prochaine. Merci beaucoup.